Salut tout le monde! On va commencer par une petite question. Est-ce que vous pouvez me citer un continent de 1,4 fois la taille de l'Europe, couvert d'une couche de glace d'une épaisseur d'à peu près 1,6 km, où la température moyenne frise les moins 57 degrés, où il pleut aussi peu qu'au Sahara et où les vents soufflent à 200 km/h? Vous l'avez deviné, il s'agit bien de l'Antarctique. Un désert glacé, isolé du reste du monde la moitié de l'année et qui s'approche pas mal de la définition du mot inhospitalier. Et pourtant, il y a quand même des êtres vivants qui s'y plaisent. Savoir que des oiseaux peuvent vivre en Antarctique, ça questionne notre perception du confort. Savoir que des gens vont là-bas pour les étudier, les filmer pour des documentaires, ça interroge aussi et ça soulève une question intéressante. Comment peut-on survivre dans un environnement aussi extrême que l'Antarctique ? En Antarctique, il fait froid. Mais... Tiens. Merci. Donc en Antarctique, il fait froid. Mais c'est quoi le froid en fait ? Le froid, c'est une sensation. Le froid a inspiré beaucoup d'artistes. C'est un objet de beauté chez Hiroshige, de travail sur la lumière chez Monet, ou même un support transitoire d'art dans les travaux d'Andy Goldsworthy. Le froid, c'est relatif. Le froid pour un Inuit n'est pas à la même température que le froid pour un Touareg. Et pour les scientifiques alors, qu'est-ce que c'est le froid ? Les scientifiques mesurent plutôt la température, qui a une valeur objective. La température, c'est une mesure de l'agitation des molécules qui nous entourent. Selon les théories physiques actuelles, il existe une température maximale, dite de Planck, qui vaut environ 1,4 fois 10 puissance 32 degrés Celsius. Autant vous dire qu'on n'est pas près de l'atteindre. Il existe aussi une température minimale, à laquelle les molécules sont très organisées et ne bougent plus du tout. C'est le zéro absolu, à moins 273,15 degrés Celsius. On est loin de nos 37 degrés corporels. Mais les moins 57 degrés Celsius de l'Antarctique s'en approchent. Comment l'être humain peut-il survivre à ces conditions de température extrêmement basse de l'Antarctique ? L'être humain est un animal homéotherme, donc sa température centrale est relativement stable, et un animal endotherme, donc sa température centrale est élevée, autour de 37 degrés Celsius. En fait, les animaux endothermes, ça court pas les rues. Il y a les oiseaux et les mammifères. Le vrai problème de la température, c'est qu'elle contrôle la vitesse des réactions chimiques et la stabilité des molécules. S'il fait trop chaud, certaines liaisons chimiques peuvent se rompre et ça dégrade les composants cellulaires. S'il fait trop froid, au contraire, les réactions chimiques se font trop lentement et ça devient problématique. Les effets d'une hypothermie chez l'humain, ce sont soit des effets neurologiques, soit des effets sur la circulation sanguine. En tout cas, vivre en froid extrême, ça peut se terminer assez mal. Et pour le coup, moins 70 degrés comme en Antarctique, pour l'être humain, c'est du froid extrême. En gros, le froid anesthésie l'être humain, provoque des troubles au niveau du cerveau, et si ça dure trop, c'est l'arrêt cardiaque. Les explorateurs de l'Antarctique devraient donc tous mourir par baisse de leur température centrale. Mourir heureux, certes, grâce à un effet d'euphorie du froid avant l'entrée dans le coma, mais mourir quand même, et ça, c'est pas terrible quand on veut explorer un continent. Il y a donc nécessairement des adaptations au froid, qui permettent aux êtres humains de maintenir leur température centrale. Il y a deux grands types d'adaptations au froid. Des adaptations corporelles, pour des températures proches de 37 degrés, et des adaptations comportementales, pour des températures éloignées de 37 degrés. Commençons par les adaptations corporelles. Dans ces adaptations, le corps va produire de la chaleur. Alors par exemple, c'est le cas lors de frissons, des contractions brèves de muscles qui se généralisent à tout le corps et qui peuvent fonctionner pendant quelques heures. On utilise de l'énergie pour faire contracter les muscles et une partie de cette énergie est perdue sous forme de chaleur que dégagent les cellules musculaires en activité. On peut aussi dégrader le gras contenu dans certaines cellules, les adipocytes bruns. Cette dégradation produit de l'énergie qui est encore une fois dissipée sous forme de chaleur. C'est le cas chez les animaux qui hibernent. Ils ont de nombreux adipocytes bruns et passent l'hiver à dormir en dégradant le gras qu'ils ont accumulé dans ces adipocytes pendant l'été. Pour les adaptations comportementales, le principe est hyper simple. Quand on a froid, on se met au chaud. C'est bête à dire, mais c'est très clairement ce qui permet de survivre en Antarctique. Un homme nu meurt de froid à 15 degrés Celsius, alors à moins 70 degrés, c'est même pas la peine d'y penser.
La technique pour se protéger du froid, c'est donc de mettre des habits qui sont de bons isolants thermiques. On peut aussi se mettre au chaud dans des bases chauffées. Et voilà comment quelques milliers d'êtres humains sont capables de survivre au froid en Antarctique. Cela dit, avant que l'être humain ne s'y installe, l'Antarctique était déjà peuplée par des êtres vivants. On ne trouve pas beaucoup d'organismes de grande taille en Antarctique. Par contre, on retrouve tout un tas de micro-organismes. Ces micro-organismes prolifèrent dans l'océan austral et sur le continent. Ils sont soumis, comme tous les êtres vivants de l'Antarctique, à des grandes contraintes. La basse température, d'une part, mais aussi la sécheresse et le manque de nourriture. Face à ces contraintes, comment les micro-organismes et les organismes de plus grande taille peuvent-ils survivre en Antarctique? Deux stratégies se retrouvent majoritairement pour lutter contre le gel. Ou bien les êtres vivants sont capables de maintenir une température élevée, et c'est le cas des mammifères ou des oiseaux, ou bien ils sont adaptés à la vie dans des températures froides, et c'est le cas des micro-organismes. Les manchots, eux, ont une température interne comprise entre 37,8 et 38,9. Ils se protègent du froid par isolation thermique. Les plumes recouvrent un duvet qui piège de l'air, un bon isolant thermique. Une couche de graisse sous la peau améliore encore cette isolation. Et en plus de ça, les manchots produisent de la chaleur. Par frissonnement, ils récupèrent la chaleur qui s'échappe dans l'air expiré et ils restent actifs en mer, ce qui les réchauffe. Finalement, il y a des principes communs chez l'homme et le manchot pour résister au froid. Se protéger par des isolants thermiques, produire de la chaleur par frissonnement et activité musculaire par exemple. En plus du froid, d'autres contraintes s'exercent sur l'écosystème austral. L'Antarctique est un immense désert, un des déserts les plus arides de la Terre. Dans les vallées sèches de McMurdo, la pluviométrie est équivalente à 10 mm d'eau par an. Ces vallées ne sont pas glacées, leur sol est couvert de gravier, balayé par des vents qui peuvent atteindre 200 km/h. Bref, les vallées sèches de McMurdo sont carrément considérées comme l'environnement terrestre le plus proche de celui de Mars. Le problème, c'est que les êtres vivants ont besoin d'eau. Se pose donc, en Antarctique, la question de la survie en milieu sec. Les scientifiques ont longtemps pensé qu'il n'y avait aucun être vivant dans ces vallées. Jusqu'à ce qu'ils se mettent à en chercher. Et ils en ont trouvé. En fait, des champignons sont capables de survivre dans les sols de ces vallées. Alors bien sûr, la vie y est souvent ralentie, avec des organismes sous forme de spores, qui attendent les bonnes conditions pour se multiplier. Ces découvertes sont importantes parce qu'elles nous permettent d'envisager à quoi peut ressembler la vie sur d'autres planètes comme Mars. Le problème quand on vit en Antarctique, c'est aussi de trouver à manger. Cette nutrition chez le manchot se fait dans l'océan qui est parfois éloigné des colonies. Du coup, il faut que le manchot se déplace pour manger. Et c'est ce qui est décrit dans le film La Marche de l'Empereur de Luc Jacquet. En fait, ce problème de la nourriture, c'est un enjeu majeur dans tout l'écosystème austral, y compris pour les micro-organismes. En plus de manger d'autres micro-organismes ou des déchets, les micro-organismes mangent aussi des éléments de l'eau de mer, comme le fer. Le fer, c'est essentiel pour les êtres vivants, parce qu'il est capable de faire circuler des électrons qui sont à la base des réactions chimiques du vivant. Par exemple, la consommation de dioxygène implique des transferts d'électrons via des atomes de fer. Le seul problème, c'est que du fer dans l'océan, il n'y en a pratiquement pas. En réponse à ça, les micro-organismes présentent de nombreuses stratégies pour prélever et stocker le fer de l'océan, ce qui détermine leur capacité à se reproduire et à se développer. Au sein du projet Antarctique 2 degrés, c'est exactement ça qui m'intéresse. Comprendre, avec Clément, comment le fer et les nutriments de l'océan austral limitent la croissance des micro-organismes. Vu que c'est sur eux que repose la chaîne alimentaire de l'Antarctique, c'est important. En bref, tous les organismes de l'écosystème austral sont adaptés à leur environnement. Froid, sécheresse, pauvreté en nourriture. Pour l'instant, nous avons vu ces êtres vivants comme des individus isolés. Mais tous ces êtres vivants évoluent côte à côte dans le même écosystème. On ne peut comprendre la survie des êtres vivants en Antarctique que si on comprend l'organisation de la vie en communauté.
Globalement, dans une communauté, on observe différentes façons pour les êtres vivants d'interagir. Parmi ces interactions, il existe la prédation, la compétition, la coopération. La prédation définit des chaînes alimentaires, participant à la construction du grand réseau que constitue un écosystème. Qu'en est-il des relations de compétition et de coopération au sein de l'écosystème austral ? Comme je l'ai dit à l'instant, l'océan austral est très pauvre en fer. Mais cet élément chimique est très important pour les micro-organismes. Du coup, il y a une compétition entre les êtres vivants pour l'accès à cette ressource. La récupération du fer de l'océan austral implique des molécules biologiques qui forment une liaison avec le fer et qu'on appelle des sidérophores. Les sidérophores se lient au fer. Ce sont par définition des ligands du fer. Les sidérophores sont des ligands biologiques, fabriqués par des micro-organismes qui les libèrent dans l'eau de mer. Il est beaucoup plus facile pour un micro-organisme de récupérer directement les ligands liés au fer plutôt que le fer seul. Le problème, c'est que le ligand diffuse dans l'océan jusqu'à fixer du fer, et il peut s'éloigner pas mal de l'organisme qui l'a libéré. Du coup, un micro-organisme A qui ne produit pas de ligand peut récupérer des ligands fabriqués par un autre micro-organisme B. Des relations de compétition se mettent en place entre espèces et au sein d'une même espèce pour l'accès au fer lié à ces ligands. Mais la compétition n'est pas la seule interaction qu'on observe dans l'écosystème. Il existe effectivement des coopérations. Chez les manchots, les adaptations physiologiques au froid sont complétées par des adaptations comportementales. Les manchots s'assemblent en groupes appelés tortues, groupe au sein duquel la température peut monter jusqu'à 37 degrés. Jusqu'à 6000 mâles peuvent ainsi se rassembler. Cette coopération est une réponse comportementale essentielle au maintien de la température corporelle des manchots. Les oisillons l'apprennent dès le début de leur vie, puis le transmettent à leur tour à leur descendance. Savoir que des êtres vivants se plaisent dans un environnement extrême comme celui-ci questionne aussi la définition qu'on en a. C'est quoi finalement un environnement extrême ? Pour un manchot empereur, il est probable que la chaleur de la côte méditerranéenne soit un environnement extrême. Notre vision de l'environnement est bien sûr centrée sur l'humain. On pense que s'il ne fait pas bon vivre là-bas pour nous, alors il ne fait bon y vivre pour aucun être. C'est un peu ça qui est stupéfiant dans le monde vivant. Sans se soucier de ce que l'humain définit comme un environnement extrême, la vie s'installe partout où elle peut sur Terre, et jusqu'en Antarctique.